Bonjour docteur Rochlor, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Vous êtes ophtalmologue à Lausanne. Mhm. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors, je travaille au centre ophtalmologique de la gare à Lausanne. Juste une seconde, je suis désolé. Il faut Oui. pas regarder ou il faut mieux qu'on se regarde nous? Vous pouvez regarder sans problème. D'accord. Ou pas regarder naturel. D'accord. Alors, donc je suis ophtalmologue, je travaille au centre ophtalmologique de la gare à Lausanne. J'opère à la clinique Boisser à Hirslanden et j'ai une activité, on va dire, vraiment du tout venant. Je vois des jeunes, je vois des personnes plus âgées et concrètement, voilà. Ok. Pour quel type de maladie est-ce que vous voyez ces jeunes et ces personnes plus âgées? Alors, en général, c'est vrai que les jeunes enfants, c'est plutôt pour je dirais des dépistages de troubles réfractifs, donc tu as besoin de faire des lunettes. Après, pour les personnes plus âgées, alors, il y a aussi ça, et puis typiquement des maladies des fois qu'on a un peu plus fréquemment avec l'âge, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte, le glaucome. Je dirais que c'est vraiment le champ principal. Et puis ici, on a une activité un peu plus axée sur la cornée. Donc on a aussi des patients qui ont des kératocones, qui sont des maladies dégénératives de la cornée, et des patients donc greffés. Ok. On se connaît depuis quasiment un an. Vous avez pu participer à l'événement que j'avais organisé en juillet 2023, donc à Lausanne, pour ma marque de lunettes anti-lumière bleue. Voilà, j'ai une marque de lunettes anti-lumière bleue. Il y a évidemment, on peut le dire, je déclare un certain conflit d'intérêt éventuel avec les objectifs de cette vidéo. Mais si cette vidéo est faite aujourd'hui, c'est aussi parce que, par exemple, j'ai posté une vidéo sur TikTok qui a suscité beaucoup de réactions sur la lumière bleue et sur les solutions qui sont développées, sur les pseudo-solutions qui sont développées actuellement et vendues par les grandes chaînes d'optique, mais aussi un peu sans le savoir, voilà, sans savoir pourquoi ils se trompent, je pense, aussi donc par les opticiens et la plupart des marques de lunettes anti-lumière bleue, des verres qui, à la fois, ne sont pas des bonnes solutions sur le plan de l'efficacité, mais aussi sur le plan des risques au quotidien. Et c'est quelque chose donc, que j'aimerais aborder avec vous, le sujet de la lumière bleue. On va toucher un petit peu à de la neuroscience et un petit peu à l'anatomie visuelle. Et simplement pour voir de quoi on parle concrètement, la lumière bleue, j'ai donc un spectromètre tout simple avec une surface photosensible qui est ici. Et on va voir par exemple la lumière bleue artificielle, parce qu'il faut décomposer la lumière bleue en artificielle et en naturelle. À la base, la lumière bleue, elle est d'origine naturelle. Aujourd'hui, on l'a créée aussi de sources artificielles. Et les sources de lumière artificielle ne sont pas que les écrans. C'est les néons, c'est les écrans ici, c'est les phares des voitures, les lampadaires, etc. Et du coup, je pense qu'on va me voir rapidement. Voilà, juste pour voir un pic de lumière bleue classique. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, y compris de la part, par exemple, d'un ophtalmologue qui est sur TikTok. Et donc, je souhaitais vous proposer de discuter de lumière bleue. Qu'est-ce que vous pensez de la lumière bleue artificielle? Alors bon, moi, juste pour expliquer un petit peu, je sais pas si on devait l'aborder après ou pas. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à vous, dans le sens où j'ai aucun intérêt financier ou quoi que ce soit par rapport à ce que vous faites, hein. Donc, vous m'aviez proposé il y a un an de venir voir un petit peu ce que vous faites, et puis du coup, je suis venu. Je vais prendre. Je suis venu donc naturellement voir un petit peu le travail que vous avez effectué. Donc, puis on est resté en contact avec l'idée une fois de faire un genre de vidéo ou d'interview selon ce qui pouvait être intéressant pour les gens. Et donc c'était en réaction à votre vidéo la précédente. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, par rapport à la lumière bleue, donc moi, je suis pas physicien, donc j'ai vraiment des connaissances qui vont plus être liées au côté médical. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, j'ai profité un petit peu des derniers jours pour regarder ce qu'il y avait sur Internet, et notamment la littérature scientifique. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'articles qui ont été faits en tapant juste le sujet de lumière bleue sur les 15 dernières années à peu près. J'ai regardé, enfin, ça monte petit à petit, mais il y a vraiment... On voit qu'à partir de, oui, c'est ça, 15 ans, ça monte, et puis plus on avance, et puis plus il y a d'articles. Ce qui fait qu'on trouve, je crois, à peu près 25 000 articles, juste avec lumière bleue, sur les 15 dernières années, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez énorme. Euh,
de ce que j'en sais pour l'instant, de ce que j'ai pu lire et relire, c'est que actuellement, il semble y avoir montré, en fait, il semble qu'il y a dans les études une certaine toxicité d'un trop de lumière bleue chez les rats notamment. Après, il y a eu d'autres animaux où ils en parlaient. Chez les humains, il n'y a pas encore de consensus du risque. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une technologie qui est utilisée depuis, je dirais, assez récemment, il me semble. Tout ce qui est les LED et tout ça. Depuis 2009. Donc, voilà. Donc, je pense que il faut quand même probablement avoir un peu de recul pour vraiment affirmer quoi que ce soit. En gros, c'est un petit peu le point de vue, il me semble, de la littérature. Je ne sais pas si vous voulez répondre par rapport à ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec là, tout ce que vous dites. Concrètement, je vois les choses comme ça. L'impact de la lumière bleue sur notre vie, là, vous parlez effectivement de l'impact photochimique donc sur la rétine, qui est quelque chose qui est encore à l'étude, qui est prouvé sur les cellules avec l'épithélium pigmentaire rétinien, donc la rétine qui souffre, qui accumule le pigment du vieillissement, qui est la lipofuchine, mais effectivement ce qui n'est pas encore prouvé, et notamment du fait, comme vous l'avez souligné, de la récence de notre surexposition à la lumière bleue artificielle, parce qu'avant, avant on était éclairé, si je veux dire avant, il y a un siècle, il y a 50 ans, même il y a 30 ans, on était encore exposé à la lumière artificielle qui était à incandescence, Oui, qui était beaucoup plus chaude, beaucoup moins dangereuse, pour résumer. Et avant ça encore, on avait les bougies. Et avant ça encore, on avait aussi l'éclairage au gaz. Et avant ça, on n'avait rien. Et sauf qu'on a la même physiologie qu'il y a 100 000 ans. Et aujourd'hui, on a nos LED. On pense que nos yeux ne servent qu'à voir. Or, nos yeux servent également à percevoir la lumière. Et c'est même probablement leur fonction primitive. Et du coup, vous avez parlé donc à juste titre de l'impact photochimique. Ce qui n'est pas encore prouvé, c'est est-ce que ça donne des maladies comme par exemple la DMLA, parce qu'on n'a pas assez de recul, je pense. Ça se verra peut-être ou pas dans les prochaines décennies. Par contre, et je suis catégorique là-dessus, c'est mon avis, mais c'est aussi l'avis de la science, que l'impact le plus grand de la lumière, de notre surexposition à la lumière bleue artificielle, déjà il est après le coucher du soleil, il n'est pas pendant la journée. Pendant la journée, le problème est d'être à l'intérieur. Et surtout, l'impact le plus grand, il est sur notre physiologie plus interne, sur notre neuroscience, donc sur notre sommeil et tout ce que ça entraîne, le fait d'avoir un mauvais sommeil, sur nos hormones, sur nos mitochondries, sur le stress oxydant, dans toute notre physiologie qui démarre à travers l'œil, à travers cette chimie de surface qui commence avec l'œil et qui commence aussi avec la peau. Donc ça, c'est une façon juste de voir notre surexposition à la lumière. Et donc là, on répond quand même déjà au premier point qui est aucune étude n'a prouvé l'impact néfaste de la lumière bleue artificielle. Globalement, il y a beaucoup d'études qui suggèrent l'impact néfaste de la lumière bleue artificielle. Tout dépend de quoi on parle. Si on parle des yeux, si on parle du sommeil, si on parle des mitochondries. Alors je dirais peut-être pas aucune étude, je dirais que c'est débattu. C'est débattu. Parce que il me semble quand même qu'il y a certains auteurs qui disent que potentiellement ça pourrait favoriser la DMLA plus tôt. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de consensus encore au niveau scientifique, je dirais général. Donc c'est débattu, on peut dire ça. D'accord. Rentrons un petit peu dans les détails. Alors, globalement, on a à peu près préparé quand même ces questions. Et donc, la lumière, nous le savons, c'est un rayonnement électromagnétique on a de la lumière visible. La lumière visible, en gros, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va du violet jusqu'au rouge. Cette lumière visible, elle va de 380 nanomètres, là on parle de longueur d'onde, 380 nanomètres à environ 780 nanomètres, 800 nanomètres. Mais surtout, et aussi, voilà, à côté de ça, on a la lumière invisible, et pourtant qui nous touche quand même, qui touche notre peau et qui touche nos yeux, et qui est très importante. Et il y a la croyance, par exemple, comme quoi les ultraviolets sont mauvais pour la santé, ou comme quoi les infrarouges sont très bons quand on se met sous un panneau infrarouge. La lumière, on a la lumière visible, et on a la lumière invisible. La lumière invisible, sous les 380 nanomètres dont je viens de parler, on a les ultraviolets, qui sont très importants pour notre santé, je pense qu'on va revenir dessus, et qui peuvent être dangereux comme toute chose dans la vie, et qui peuvent être dangereux lorsqu'on n'a pas le bon terrain, lorsqu'on n'a pas le bon entraînement, et les infrarouges. Et moi, là, si j'aborde ça, ce point précis, c'est parce que une chose qu'on m'a dite en commentaire sur TikTok, c'est
Oui, mais les solutions qui sont développées actuellement, elles bloquent la lumière bleue nocive uniquement et elles laissent passer la lumière bleue bonne pour notre horloge biologique, pour notre rythme circadien. Parce que juste ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière bleue, c'est la lumière à laquelle sont le plus sensibles, c'est vraiment un pic de sensibilité, les neurones. Les neurones qui sont dans notre rétine, dans notre œil, les intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, et ces cellules-là, elles sont impliquées dans le déclenchement des migraines, et elles sont impliquées, donc si elles ne sont pas respectées, elles déclenchent des migraines, et elles sont impliquées dans le réglage de notre horloge biologique. Et elles ont un pic de sensibilité qui est exactement sur la lumière des écrans que je viens de montrer, qui est autour de 460-470 nanomètres, 470 nanomètres. Et la croyance actuelle, qu'on peut débattre, c'est qu'il y a une lumière bleue nocive qui est bloquée par les verres actuellement développés, et il y a une lumière bleue bonne pour notre horloge biologique, par exemple 460 nanomètres, qui n'est pas bloquée, qu'on laisse passer grâce aux verres actuels. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de décomposition d'une lumière nocive, une lumière bonne ? Alors, bon là, ça tombe un peu sur la physique, donc là, je sais pas si je suis la personne la plus, je dirais, la plus à même pour répondre à ça. Par contre, puisque vous avez commencé à parler de ça, je trouve que c'est bien d'en parler parce que il est clair que par contre, ce qui tend à faire maintenant bien consensus, c'est que l'exposition à la lumière bleue artificielle, donc beaucoup chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, hein, notamment avant de dormir, tend à retarder l'endormissement. Ce qui semble que, vous avez parlé effectivement de ces cellules ganglionnaires, le fait de recevoir cette surexposition donc artificielle, parce que c'est plus de la lumière qui est la lumière du jour, tend à retarder l'endormissement et donc à provoquer des troubles du sommeil. Et donc la Société médicale de la Suisse romande a émis des recommandations par rapport à ça, et notamment le fait de ne pas s'exposer moins d'une heure avant le coucher, ce genre de choses. Et ça, effectivement, c'est vrai que je pense que de ce point de vue-là, on aurait quand même intérêt à diminuer un petit peu notre exposition à la lumière bleue. Après, je suis navré, mais c'est vrai que tout ce qui est... si on parle en plus de la physique, là j'ai peut-être moins d'indications à donner, mais en tout cas, il est clair que ça a vraiment un effet sur les troubles du sommeil. Notamment à travers l'inhibition de la sécrétion de mélatonine. Globalement, quand notre œil, qui est déjà un prolongement du cerveau, voit de la lumière, quand les intrinsically photosensitive retinal ganglion cells dont vous venez de parler, dont je viens de parler, voient de la lumière, et elles y sont encore plus sensibles d'ailleurs après qu'on ait passé 12 à 16 heures éveillées, donc elles ne veulent en fait surtout pas voir de lumière après le coucher du soleil, globalement quand on a un rythme normal. Quand elles voient de la lumière, elles disent au cerveau de ne pas dormir. Elles disent à toute notre physiologie de ne pas dormir. Elles disent au noyau suprachiasmatique dans l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre de notre physiologie, mais aussi en particulier de notre horloge biologique, elle dit à l'hypothalamus de dire à la glande pinéale de ne pas sécréter de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, mais qui est aussi une hormone en fait qui répare plein de choses dans notre corps, et c'est pour ça que quand on se réveille, on est une personne littéralement différente sur le plan cellulaire, sur le plan physique, que la veille. Oui. La mélatonine ne sert pas que à dormir. La mélatonine, c'est plus antioxydant que la vitamine A et que la vitamine C. La mélatonine, c'est anticancéreux. C'est important pour notre fertilité, pour notre libido, pour notre clarté mentale. Elle répare nos mitochondries, elle répare l'ADN de nos mitochondries. Donc les mitochondries, c'est les centrales, j'en ai juste déjà parlé, mais c'est les centrales énergétiques qui sont dans nos cellules et qui nous permettent en fait d'exister tout simplement. Dans quasiment toutes nos cellules, pas toutes, mais globalement dans nos organes, on a des mitochondries qui, leur job, c'est de créer de l'énergie pour que l'ADN nucléaire, pour que l'ADN qui est dans le noyau, crée nos protéines. Et on marche grâce à nos protéines. Et nos protéines absorbent un certain type de lumière. Toutes nos protéines réagissent à certaines longueurs d'onde, et notamment aux ultraviolets. Et juste pour résumer, pour parler simplement, les gens se sentent bien en été, ils se sentent mal en hiver. En hiver, ils sont stressés, en hiver, ils sont davantage indisciplinés, ils sont davantage de mauvaise humeur, ils sont moins concentrés, et ils ont un moins bon sommeil. En gros, tout va mal en hiver, et tout va bien en été. Et c'est absolument, là c'est ma conviction, et il y a des preuves scientifiques qui peuvent, voilà. Si j'ai arrêté médecine en 9e année, c'est pas pour quelque chose qui ne marche pas. Il y a des preuves
qui avance ce que je vais dire, qui est que les ultraviolets, entre autres, et notamment la lumière bleue aussi sous 410 nanomètres, qui est bloquée par les solutions actuellement développées, les solutions anti-lumière bleue actuellement développées que les gens mettent pendant la lumière bleue, ce qui est un grave problème, le fait de les mettre pendant la journée. Sous 410 nanomètres se passent des processus physiques, chimiques, biologiques, hyper importants pour nous et qui commencent par les yeux. Ça commence aussi par la peau, mais c'est un autre sujet, notamment la vitamine D grâce aux ultraviolets de type B. Très rapidement. Sous 410 nanomètres. Moi, j'avais 2 choses à dire. Ok, alors. Ah, mais je ne vais pas vous couper. En fait, c'est intéressant qu'on parle de manière générale. Je pense que c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la lumière naturelle, donc notre corps, en fait, on est des êtres vivants, donc on s'est adapté quand même à notre environnement. Et on a besoin effectivement de la lumière pour tout un tas de processus. Et vous avez parlé de la vitamine D, tout ça, c'est vrai que c'est essentiel. Donc je pense qu'il faut bien comprendre que comme beaucoup de choses dans la vie, une certaine quantité c'est bien et un trop plein c'est pas bon. Comme le sucre, comme les graisses, comme tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir une certaine mesure de manière générale. Et ce que je voulais dire, c'est que il semble, voilà, c'est que ce qui tend aussi à faire consensus de manière générale, c'est que les enfants qui sont pas suffisamment exposés à la lumière du jour auraient tendance à développer plus facilement des myopies. Donc d'où le fait que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui, je pense, qui est relativement récent comme notion, donc on découvre encore des choses au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'effectivement la lumière naturelle c'est bon. Après, il est évident qu'il ne faut pas surexposer au soleil parce que c'est mauvais par rapport aux ultraviolets dont on parlait. En fait, il faut juste comprendre une chose, quand même une petite notion de physique, c'est que donc la lumière c'est une onde, hein, donc ça fait une oscillation. Et puis, plus vous rapprochez vers quelque chose de court, donc notamment les ultraviolets, ce qui est entre guillemets un peu plus petit en nanomètres que la lumière bleue, on a quelque chose qui est vraiment puissant. Et c'est clair que si on reste exposé toute la journée au soleil, c'est pas forcément une bonne chose, évidemment. Donc, il faut savoir se protéger. Mais il faut pas être un anti-lumière absolu parce que c'est comme tout, la mesure, il faut juste savoir être mesuré. Puis quand on va, je sais pas, à la plage ou au ski, mettre des lunettes de soleil, évidemment. Donc voilà, mais c'est des choses un peu logiques. Voilà. Vous pouvez reprendre ce que je voulais. Oui, là vous avez décrit l'équation d'Einstein-Planck effectivement qui décrit le fait que plus la longueur d'onde est courte, donc pour une onde, plus l'énergie qui est transportée, là en l'occurrence par les photons de lumière, est élevée. Importante, oui. Et donc on a parlé de quantité de lumière bleue, je vais revenir aussi sur la lumière naturelle, mais on a parlé de quantité de lumière bleue, donc par exemple le pic de lumière bleue qu'on a pu voir sur le spectromètre. Mais un truc hyper important, hyper important pour la lumière, c'est aussi la temporalité. C'est à quel moment est-ce qu'on y est exposé, et à quel moment on n'y est pas exposé. Et vous avez parlé d'adaptation de notre corps, de notre physiologie, de notre neuroscience, de notre cerveau à l'environnement qui change. Et s'il y a bien une constante, c'est le changement dans notre monde. Et un changement auquel je pense qui est régulier, qui est le même depuis des millions ou peut-être même des milliards d'années, c'est quand même la rotation de la Terre autour du Soleil et la rotation de la Terre sur son propre axe. Donc, en gros, alternance jour-nuit. Il me semble, oui. Et cette alternance jour-nuit, on s'y est adapté. En fait, on vit grâce à ça. On vit grâce au respect de cette alternance jour-nuit. Donc, du véritable jour, c'est-à-dire dehors, et non pas à l'intérieur, et non pas à l'abri des fenêtres. C'est un sujet, peut-être qu'on en discutera si on a le temps. Mais aussi, de respecter la véritable obscurité après le coucher du soleil. Et c'est chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Après le coucher du soleil, comme on a pu le dire, on a les lumières artificielles qui émettent ce pic de lumière bleue, 4 fois plus de lumière bleue que des autres lumières, qui donnent tous les impacts négatifs qui peuvent être possibles sur notre œil et sur tout ce qui se passe derrière, sur nos hormones, etc. Et qui est plus énergétique, lumière à laquelle sont plus sensibles les neurones dans notre rétine. Et c'est ça qui est l'une des causes, d'après certaines études et d'après aussi ma conviction, c'est l'une des grandes causes de beaucoup de maladies chroniques qui se développent aujourd'hui, et bien au-delà de l'œil. Même si là aujourd'hui on parle quand même davantage de l'œil, mais bien au-delà de l'œil. Et rien que déjà par l'effet sur le sommeil, mais ça va plus loin que la mélatonine.
On peut aussi parler de mitochondries, par exemple. Mitochondries qui ont besoin de se réparer la nuit et qui ne veulent surtout pas avoir d'espèces réactives de l'oxygène qui sont générées par la lumière artificielle. Et concernant la lumière naturelle, donc sous 410 nanomètres, les choses qui se passent sous 410 nanomètres sont vitales. On a l'horloge biologique, déjà. L'horloge biologique qui est réglée, synchronisée grâce à la lumière bleue, y compris sous 410 nanomètres, y compris grâce aux ultraviolets. Les ultraviolets, je le rappelle, c'est sous 380 nanomètres. Ensuite, les ultraviolets de type A, déjà sur la peau, ils nous permettent de faire venir les globules rouges pour qu'ils absorbent, et pour qu'ils marchent bien, pour qu'ils absorbent les ultraviolets de type A et qu'ils marchent bien, mais surtout à travers nos yeux. Ce qui est prouvé par exemple, c'est la synthèse de la proopiomélaноcortine, qui est un grand peptide qui va se décomposer, qui va permettre de donner l'ACTH. Donc en fait, juste pour parler simplement, quand on voit un ciel bleu, quand on voit des ultraviolets de type A, on est heureux, on a aussi un bon pic de cortisol, ce qui est une bonne chose, on est alerte, un pic de cortisol à la bonne temporalité et non pas après le coucher du soleil. Et ça, c'est l'ACTH. Donc ACTH qui va donner donc adrénocorticotropique, je sais plus, hormone qui libère le cortisol dans les surrénales. Les glucocorticoïdes, quoi. Mais aussi, par exemple, des opioïdes endogènes, comme la bêta-endorphine. Elle vient de la proopiomélaноcortine. L'alpha-MSH aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour notre humeur, pour régler plein de processus biologiques. Il y a aussi la lipotropine pour notre métabolisme des lipides, également pour l'humeur. En gros, juste pour dire que la lumière naturelle, et ça je reprends les mots du docteur Jack Kruse, qui est un expert en physique subatomique, en fait, qui vous explique ce que je suis en train de dire en fait, actuellement, et qui dit que la lumière, c'est la drogue la plus puissante qui existe sur le marché, mais que c'est une drogue complète. C'est une drogue complète, la lumière naturelle. C'est une drogue complète dans le sens où on a besoin de toutes les longueurs d'onde qui ont une synergie entre elles. Par exemple aussi, l'exposition au rouge nous permet de contrebalancer les effets qui peuvent être négatifs du bleu et des ultraviolets. Et les ultraviolets, effectivement, donc, sont très énergétiques. Alors juste les UVB ensuite. Les UVB, vitamine D, cholécalciférol, dont la synthèse elle est cutanée, elle n'est pas vraiment alimentaire, même si on peut me dire que ça vient de 10% de l'alimentation, mais quand c'est de l'alimentation, ça vient de la lumière naturelle en fait, des aliments qu'on a mangés. Et notre synthèse de cholécalciférol, vitamine D3, c'est la peau. On a des acides, donc les protéines sont faites d'acides aminés, et des acides aminés qui sont liés par des liaisons peptidiques. Ces acides aminés, on peut parler des acides aminés aromatiques qui clairement absorbent les ultraviolets, notamment les ultraviolets de type B. Et là, je parle plus spécifiquement du tryptophane. Le tryptophane a besoin des ultraviolets pour devenir la sérotonine, qui à son tour va devenir la mélatonine. Sérotonine, c'est important. On est d'accord. Également la dopamine. La dopamine vient de la tyrosine. En fait, la tyrosine va permettre de donner la mélanine, la dopamine, les hormones thyroïdiennes. Et la tyrosine, c'est un acide aminé aromatique qui a besoin des ultraviolets. Juste pour dire qu'on se sent bien en été, quand on a de la lumière naturelle. On se sent moins bien quand on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Et on se sent moins bien quand on dort mal, quand on est exposé à la lumière artificielle après le coucher du soleil. Et sous 200 nanomètres, là, on est dans des longueurs d'onde qui sont du coup, entre guillemets, très énergétiques. Les liaisons peptidiques absorbent la lumière autour de 200 nanomètres également. Parce qu'en fait, elles ont besoin de beaucoup d'énergie qui vont arriver sur elles pour être cassées, pour devenir la chose suivante, pour devenir donc un précurseur pour qu'ils deviennent la chose suivante. Et du coup, on a évolué naturellement pendant des centaines de milliers d'années avec notre horloge biologique et avec notre exposition à la lumière naturelle qui est notre habitat naturel en fait pendant la journée, pas forcément pendant qu'on dort, mais quand même. Et par contre, ça, ce n'est plus respecté, et notamment même à travers les fenêtres qui bloquent ces ultraviolets, à travers les crèmes solaires qui bloquent ces ultraviolets, et parce qu'effectivement c'est très énergétique, c'est dangereux, les coups de soleil c'est dangereux, mais c'est parce qu'en fait on n'a plus le bon entraînement, on n'est plus habitué à voir la lumière naturelle, on n'est plus habitué à la sentir sur notre peau, et donc effectivement, quand on va à la salle de sport par exemple avec des tout petits bras, et si on essaie de faire du bench press à 100 kg, ça fait mal. C'est pour mal, oui. Voilà. Désolé de tout ce monologue. Pas de souci.
mais juste sur les trucs naturels qui se passent sous 410 nanomètres et qui sont bloqués par les verres anti-lumière bleue, donc de la plupart des solutions actuelles en fait. De Essilor, on a pu, voilà, je dis le nom, désolé, enfin je suis pas désolé de le dire, on a pu tester le verre Essilor Preventia qui bloque sous 410 nanomètres en disant que il y a une partie de la lumière bleue qui est nocive et les ultraviolets sont nocifs. Je viens de dire l'inverse. Après, on peut défendre l'inverse si on le veut, mais moi, je demande aux gens s'ils se sentent mieux en été ou en hiver, s'ils se sentent mieux quand ils ont scrollé sur TikTok à 23h ou alors quand ils ont respecté leur sommeil. Et donc, ils bloquent sous 410 nanomètres, ce qui les rend vraiment dangereux pour la santé, en tout cas handicapants au quotidien, parce que c'est comme mettre des nuages devant ses yeux pendant la journée. Et en plus, inefficace sur la lumière bleue artificielle. Parce que la lumière bleue artificielle, les sources de LED, elles sont à 460-470 nanomètres. Pile exactement le pic des IPRGC. Et si on bloque sous 410 nanomètres, on ne bloque pas la lumière en fait des écrans. Donc, on a parlé de la temporalité. Que pensez-vous? Moi, je pense que c'est un sujet hyper important. Que pensez-vous de ce dogme, de cette croyance qu'il y a une lumière nocive, une lumière bonne? Moi, je vais dire ce que je pense. Il n'y a pas de lumière nocive, il n'y a pas de lumière bonne, à part si on y est surexposé, mais c'est beaucoup moins une question de quantité que de temporalité. C'est beaucoup plus une question de temporalité et d'exposition aussi à toutes les longueurs d'onde pendant la journée, le bon moment, et d'exposition à aucune longueur d'onde, en gros, quasiment, après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. Ça, c'est ce que je pense. Parce que si on regarde sur les centaines de milliers d'années qui nous ont précédés, ça a été comme ça pendant tout ce temps-là. Depuis hier, on a la lumière artificielle, pour résumer. Et voilà, ma conviction, c'est que la temporalité est très 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 importante. Et c'est quelque chose qui est oublié. Et qu'on se dit, on a mal aux yeux pendant la journée, donc on va bloquer la lumière bleue. Mais en fait, ça empire le problème. Moi, je sais juste que concrètement, ça va reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la lumière naturelle qui est par définition celle qui vient de l'extérieur, il y a la lumière de nos écrans. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à la base, les LED, ça a été créé parce que je pense que c'était moins consommateur d'énergie. Donc c'était un peu ça l'idée, parce que il me semble avoir lu, puisque j'avais quand même envie un peu de potasser avant de discuter de tout ça, mais que les lumières incandescentes, elles étaient plus fortes en fait avec le plus proche, on va dire, du côté rouge que du côté bleu. Donc ce qui est un peu entre guillemets l'inverse si on schématise. Mais du coup c'est vrai que encore une fois, je pense que l'important, c'est un petit peu de pas se surexposer. Je dirais, ce qui est important vraiment, c'est le côté de la mesure qui est important. Et après, c'est vrai que les LED sont tellement partout que c'est un peu compliqué d'éviter ça, puisque là, finalement, là, ce que vous avez testé, c'est le bureau sur lequel je travaille. Et puis effectivement c'est vrai que c'est du LED. Je pense que c'est pareil aussi pour les téléphones portables, donc on est un petit peu entouré de ça, et après ma foi, je pense qu'il faut quand même faire attention. Après, il y a des choses qu'on peut faire aussi, notamment sur les téléphones, sauf erreur, mais il y a il me semble que c'est souvent proposé maintenant. On peut appuyer sur un bouton confort des yeux pour diminuer un petit peu Alors, dans la pratique, je sais pas comment ça se passe, mais il est clair que si vous appuyez sur le bouton et que vous l'enlevez, vous voyez que la couleur change. Donc, je pense quand même que ça a un effet. Après, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Après toute la partie sur la lunetterie, moi je suis pas du tout expert, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement pour l'instant il y a pas d'étude qui a montré une efficacité supérieure, mais je pense que de l'autre côté il y a quand même, le nécessaire a été fait pour montrer que c'était sécure. Donc je crois que c'est principalement ça, il me semble. Donc voilà. Après c'est vrai il faudrait qu'il y ait davantage d'études qui soient faites finalement un peu comparatives pour essayer de bien comprendre l'efficacité de tel ou tel phénomène. Après, ce que vous avez dit sur le fait d'être finalement moins exposé plutôt le soir que la journée, je pense que c'est cohérent, même si il n'y a pas
je peux pas me baser sur un papier pour dire ça, mais je pense que c'est un raisonnement qui est cohérent, parce que finalement, c'est vrai que le soleil, il est là, on va dire, je sais pas moi, selon entre 7 heures ou 8 heures ou 6 heures l'été jusqu'à tard le soir. Et c'est vrai que finalement, le changement se fait progressivement, et quelque part, ce serait assez logique qu'on puisse adapter ça. Voilà. Et l'un des axes de recherche actuels, c'est que ce changement progressif, par exemple au lever du soleil, mais aussi au coucher du soleil, donc par exemple pour le lever du soleil, le changement depuis l'obscurité vers le bleu en passant par le rouge, il est aussi important dans notre corps à travers la peau et à travers les yeux. Par exemple pour en premier structurer l'eau qui nous compose, on est composé d'eau, et pour que l'eau structurée puisse ensuite recevoir les ultraviolets, parce que lors d'un lever du soleil, on n'a pas les ultraviolets au début. On a le rouge, enfin on a infrarouge, rouge, et ensuite les ultraviolets. Et c'est cette temporalité qui permettrait d'activer et de désactiver certaines hormones, donc désactiver les hormones qui sont plus actives pendant la nuit, activer les hormones qui vont être justement activées, qui vont être importantes pendant notre journée pour être alerte, si on parle du lever du soleil. Et donc la temporalité de notre exposition à la lumière naturelle est très très importante. Et ensuite vous avez abordé le thème du night shift, qui est une bonne chose, effectivement. Il empêche un petit peu d'émettre de la lumière bleue. Cependant, premier point le plus important, c'est que la lumière bleue artificielle, c'est pas du tout que les écrans. Ça, c'est vraiment capital. C'est les phares des voitures qui peuvent éblouir, c'est les lampadaires, c'est l'éclairage partout, c'est tous les éclairages aujourd'hui. Parce que quand j'ai dit 2009, en fait, les LED bleus existaient un petit peu avant, mais l'avènement vraiment massif on remplace toutes les lampes à incandescence par... oui, on va... Désolé. Ok. Non, on remplace toutes les lampes à incandescence par les LED bleus. Ça fait 10-15 ans seulement que c'est remplacé. Et donc le night shift, en fait, sert, mais l'œil est extrêmement sensible, et d'ailleurs beaucoup plus qu'un spectromètre. Et il y a toujours de la lumière bleue qui est émise par les outils électroniques, malgré le night shift. Et nos yeux sont quand même sensibles également aux autres lumières, à la lumière jaune, lumière verte, lumière jaune, et même la lumière rouge, même si elles sont, entre guillemets, moins déréglantes sur l'horloge biologique. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment que les écrans ne sont pas la seule source de lumière artificielle. Mais c'est une source hyper importante à avoir en tête quand même, parce que c'est une source qu'on regarde vraiment droit dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences. D'accord, merci beaucoup, Dr Roquelaure. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit sur la lumière ou autre chose? Je crois qu'on a pas mal balayé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, c'est pas forcément spécifiquement sur la lumière. J'ai une remarque sur le fait que il faut comprendre une chose, c'est que le fait de faire des travaux, on va dire, de proches, joue sur l'accommodation. Alors un peu moins chez les myopes, enfin pour des raisons anatomiques, mais une personne qui a priori ne porte pas de lunettes, moi ce que je vois beaucoup, en fait, j'ai parlé un peu schématiquement de beaucoup de cas que je reçois ici finalement, ce sont des jeunes gens qui en gros font beaucoup de travaux sur écran. Et du coup, ils se rendent pas compte tout d'un coup, ils découvrent qu'ils ont besoin de porter des lunettes, parce qu'il faut comprendre que le fait de travailler de près, en dehors de la lumière dont on a déjà parlé, ça demande donc un effort qu'on appelle l'accommodation. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent expliquer aussi le fait d'avoir des maux de tête, des choses comme ça. Donc voilà, c'était cette petite notion finalement qui sort un petit peu du cadre pourquoi on devait parler de ça, mais c'est un peu la notion que je trouve intéressante, parce que ça concerne beaucoup de gens. Voilà. Et merci à vous alors d'être venu. Merci encore, Dr Roquelaure. Effectivement, on est fait pour voir plus de loin qu'actuellement. Beaucoup plus pour voir de loin. Merci beaucoup pour cette précision sur l'accommodation et pour toutes les précisions que vous avez pu apporter. Merci pour votre gentillesse. Merci à vous. Et puis, on se revoit très vite. Alors, à bientôt. Et puis, bonne suite alors pour vous. Merci, docteur. Regardez le coucher de soleil. Voilà ce qu'il donne. Un maximum de rouge.
et d'infrarouge. C'est impressionnant. Et regardez, je vais juste déplacer un petit peu et on va montrer le ciel bleu. Et hop là, vous voyez la diff. Quand on monte avec le ciel bleu. Le ciel bleu, c'est pendant la journée. Le ciel bleu, il active le cortisol. Il nous dit, ok, c'est la journée, il faut être actif les gars. Le ciel rouge, il fait marcher nos mitochondries. Le ciel rouge, il envoie l'énergie qui est l'étincelle de la vie. Littéralement, il permet à nos mitochondries de fabriquer de l'ATP, de fabriquer de l'énergie. C'est ce rouge-là qui est bloqué par les fenêtres. C'est ce rouge-là qu'on n'a absolument pas quand on est à l'intérieur. C'est ce rouge-là qui fait que les gens adorent les levées de soleil et les couchers de soleil. On a besoin de ce rouge-là au début et à la fin de notre journée. On a besoin du bleu-là pendant la journée. Et on n'a surtout pas besoin, je vais vous montrer, de cette lumière des écrans après le coucher du soleil. Parce que après le coucher du soleil, notre corps, nos mitochondries, elles ont besoin de la mélatonine pour se réparer. La mélatonine, elle est là que quand c'est l'obscurité complète, pas quand c'est la lumière artificielle. Et cette lumière-là, en fait, quand notre organisme est réveillé alors qu'il est sous cette lumière artificielle après le coucher du soleil, il est réveillé, il s'attend en fait à avoir, pas ce spectre-là, il s'attend à avoir, quand il est réveillé, il s'attend à avoir ce spectre-là, entier. Voilà 2 minutes 30 pour expliquer pourquoi la lumière naturelle est tellement plus bénéfique, alors que là vous voyez que la lumière visible en plus, parce que ce que vous voyez pas c'est les ultraviolets qui sont de ce côté-là et les infrarouges qui sont de ce côté-là. Mais à quel point la lumière est différente et à quel point l'être humain pense pouvoir la reproduire alors que pas du tout. Et du coup c'est normal d'être, désolé de le dire, d'être dysfonctionnel quand on est à l'intérieur. Moins d'une minute pour vous prouver que les verres anti-lumière bleue vendus par les grandes chaînes d'optique et l'immense majorité des marques de lunettes anti-lumière bleue ne marchent pas. Voici de la lumière bleue. Voici un verre vendu par les grandes chaînes d'optique qui semble efficace. Voici un spectromètre avec une surface photosensible. Voici le pic de lumière bleue. Voici le résultat quand on met le verre bien dessus. Attendez. Ça ne marche pas. Voici la différence avec un véritable verre anti-lumière bleue. Verre anti-lumière bleue, jaune et verte.
Ce verre-là peut être teinté en jaune ou en rouge, le rendant à peine plus efficace, pas comme la technologie anti-lumière bleue.